Fils du premier président de l'ère démocratique au Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo et de Rosine Vieira Soglo, il sera successivement député, ministre des Sports en 2007, puis ministre de la Culture en 2008, avant de se retirer brièvement de la scène politique béninoise. En 2016, il est apparu aux côtés du candidat Patrice Talon qui briguait à l'époque la magistrature suprême avec comme leitmotiv la rupture d'avec la mauvaise gouvernance. Quelques années plus tard, il dénonce la gouvernance de celui qui aura été élu au second tour de la présidentielle avec plus de 65% des suffrages exprimés par les Béninoises et Béninois. Devenu opposant au régime de la rupture, il sera agressé par balle le 5 février 2021, quelques jours après avoir déposé sa candidature à la présidentielle du 11 avril 2021 en solo et non en duo comme l'a exigé le nouveau code électoral voté par la 8e législature. En son temps, plusieurs voix se sont élevées à l'époque, qui pour dénoncer une agression ordinaire, qui pour évoquer une tentative d'assassinat, qui d'autres pour dénoncer encore un simple montage par lui pour se faire passer aux yeux des Béninois comme une simple victime. Des mois plus tard, l'acteur politique revient sur tout ceci et relate à travers un récit les détails de cet événement et porte également un regard sur les lois votées par la 8e législature. Bonjour à tous et bienvenue sur cette émission qui reçoit pour vous Ganiou Soglo. Ganiou Soglo, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Merci de vous prêter à cet exercice. Je vous en prie, c'est la moindre des choses. J'ai le plaisir d'animer cette émission avec mon confrère Prudent. Nasséou Prudent, bonjour. Bonjour Paul, bonjour aux amis téléspectateurs, bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Un retour en arrière pour prendre de vos nouvelles. Depuis votre agression et la mort de maman Rosine Soglo, comment vous allez et comment avez-vous vécu cette période? Je vous remercie. Je vais bien. Il a fallu un peu de temps pour digérer, bien évidemment, la perte d'une maman. Je ne suis pas le seul à passer par cette épreuve, mais vous me donnez l'occasion de remercier toutes les Béninoises, tous les Béninois qui, quand maman est partie, m'ont témoigné à toute la famille Soglo leur amour, leur reconnaissance. Je crois que Rosine Vieira Soglo symbolisait pour beaucoup de Béninois celle qui défendait, comme on le dit communément, la veuve et l'orphelin. Elle était toujours au premier plan pour défendre l'injustice, la vérité. Et donc, c'est l'occasion pour moi de remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont témoigné leur amour, leur considération quand elle est partie. On ne peut pas citer tout le monde, mais je crois que la nation tout entière nous a témoigné toute sa reconnaissance. N'eût été le Covid, je pense que le peuple béninois aurait été au rendez-vous de ce moment, parce qu'elle a été une grande figure politique de notre pays. Et je pense qu'à la fin de sa vie, comme elle me le disait très souvent, je suis la maman des Béninoises et des Béninois. Les gens l'appelaient maman. Et je pense que ça symbolisait tout ce qu'elle a été, à la fois pour moi, pour sa famille et pour ceux qui l'ont côtoyée. Donc, merci à vous de me donner l'opportunité, encore une fois, avec beaucoup d'émotion, de remercier l'ensemble de nos compatriotes. Monsieur le ministre, 17 minutes pour vivre est le titre que vous avez donné à votre nouvel essai paru aux éditions L'Harmattan. Ouais. Pourquoi un tel titre et pourquoi la sortie d'une telle œuvre dans ce contexte actuel marqué par l'organisation des élections législatives du 8 janvier 2023? Vous savez, j'ai la chance d'avoir des amis juifs qui rappellent régulièrement quelque chose qui est fondamental. L'oubli, c'est une deuxième mort. Et il était important pour moi, comme les Juifs le rappellent pour la Shoah, des moments dramatiques, des moments importants
dans la vie de ce peuple, il était important pour moi, à travers cet opus, de rappeler ce qui m'était arrivé et de le consigner. Je crois que c'était fondamental. Et vous savez que tellement de choses ont été dites par rapport à cet événement qu'il me fallait rétablir la vérité, en tout cas la mienne, ma vérité. Je pense que ça fait maintenant près de 2 ans que cet événement s'est passé. Et comme je l'ai rappelé dans cet opus, chacun de nous ne choisit pas de où il naît et comment il naît. C'est les mains de nos ancêtres, Dieu, qui définissent où on arrive à la vie et quand est-ce qu'on doit partir. Et je n'ai pas choisi de naître dans la famille Soglo, mais il était important pour moi de rappeler qu'il y a une lignée et qu'il y a eu des événements qui sont passés dans notre famille qui, aujourd'hui, m'amènent à me dire que oui, les mains de mes ancêtres m'ont aidé à être toujours en vie aujourd'hui. Et donc, 17 minutes, c'est le temps qu'il a fallu à mon homme de confiance pour parvenir de Zinviers, qui est à peu près à 40 km de Cotonou, à m'amener à la clinique Mahouna. Et je lui dois la vie. Et comme je lui dis souvent à Pascal, lui et moi, nous sommes liés pour le restant de nos vies. Parce que c'est un événement majeur. Et je crois que s'il n'avait pas réussi la prouesse en 17 minutes de m'emmener à la clinique Mahouna, peut-être que je ne serais plus avec vous aujourd'hui pour en parler. Monsieur le ministre Ganiou Soglo, certains de vos compatriotes pensent que vous avez monté ce mélodrame pour vous victimiser, d'autant que vous étiez candidat à la présidentielle. Que leur répondez-vous? Écoutez, à la fois, je peux dire le chien aboie, la caravane passe. De l'autre côté, je vous dirais, ça n'engage que, comme disait feu ma mère, tant que toi-même tu n'es pas en situation, tu ne peux pas comprendre. Mais je leur pardonne. Vous savez, comme disait le pape Jean-Paul II, il faut pardonner. Il faut apprendre à pardonner à ceux qui s'oublient, ceux qui, pour des questions personnelles, font preuve de méchanceté. Ça fait maintenant un peu plus de 30 ans que je fais de la politique au Bénin. J'ai commencé effectivement en 1992. Donc, ouais, 30 ans. 30 ans de vie politique qu'on ne m'enlèvera pas. Ça fait partie de mon ADN. Mais je pense que je n'ai jamais, monsieur le journaliste, ni de loin ni de près, voulu ou imaginé que mes adversaires politiques étaient infamants. Nous sommes, après tout, des Béninois. Nous ne sommes pas des ennemis, même si je considère que oui, pour certains, je suis leur ennemi. Mais ce qui a symbolisé le destin de notre peuple, c'est qu'en 1989, nous avons choisi de tourner dos à certaines pratiques et de considérer que notre vivre ensemble, c'est de ça dont il s'agit, était plus important que tout le reste. Le vivre ensemble, c'est quoi? Je peux avoir mon point de vue qui est différent du vôtre, mais je respecte votre point de vue
comme vous devez respecter le mien. Maintenant, monsieur le journaliste, oui, il y a des gens qui considèrent que ça n'a été qu'une machination. Mais je vais vous poser la question. Vous pensez sincèrement, vous, que faire un montage, c'est une chose. Vous tirez dans la jambe ou dans le bras, en est une autre. Mais vous tirez près du cœur, je crois qu'il faudrait être fou. Vous soupçonnez vos adversaires? On a toujours des adversaires. Mais bon, vous me posez une question. Je vous dis, je me vois mal moi-même monter tout un scénario improbable pour me tirer dessus près du cœur. Ça n'a ni queue ni tête. Soyons sérieux. Monsieur le ministre, l'affaire a certainement été portée devant la justice de notre pays. Où en est-on avec les investigations? Est-ce qu'à cette date, les auteurs de cette agression ont été retrouvés? Vous savez, vous me permettrez de ne pas rentrer dans les détails d'une affaire judiciaire. Je laisse à mes conseils juridiques le soin de continuer à voir avec la justice de notre pays ce qu'il en est. C'est vrai que tout ce que je peux vous dire, au moment où on se parle aujourd'hui, c'est que mes conseils juridiques ne m'ont pas fait un retour, pour l'instant, dans un sens comme dans un autre. Donc je ne sais pas. Mais je vous dirais simplement que, contrairement à certaines personnalités politiques dans notre pays, aujourd'hui, je ne me suis pas défilé. Certains ont eu maille à partie avec notre justice, ils ont pris leur paquet, ont fui le Bénin, se sont réfugiés en France et ont clairement fait savoir qu'ils ne faisaient pas confiance en la justice de notre pays. Il est important... Vous parlez de votre frère? Non, quand même. Mon frère... Vous parlez de l'actuel président. Exactement. L'actuel président, Patrice Talon, avec certains de ses amis, pour ne pas les citer, ont considéré, à l'époque, qu'il ne devait pas se présenter devant la justice de notre pays. Je n'invente rien. Vous les avez vus? Ils se sont présentés? Ils étaient au Bénin? Il y a eu un non-lieu. Non-lieu ou pas, étaient-ils au Bénin? Ont-ils répondu devant la justice de leur pays? Moi, je vis au Bénin. On a voulu m'assassiner. C'est un fait. Après, il est important quand même, messieurs les journalistes, je n'ai pas le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, c'est quoi? C'est quelqu'un qui aime son bourreau. Moi, je n'aime pas mon bourreau. Mais quand je vois que l'actuel garde des Sceaux a pu tenir des propos en disant « Ubi et Orbi, Gagnou Soglo n'a reçu aucune balle, il veut juste attirer l'attention sur sa personne », je trouve ça à la fois déloyal, moche, et je dirais qu'en tant que patron des juges de notre pays, il a tiré à côté, réellement. Monsieur le ministre, vous n'êtes pas un acteur politique quelconque au Bénin, vous êtes un acteur majeur. Quelle a été l'implication de l'État quant à cet incident, quant à cet événement? En ce qui concerne peut-être aussi la prise en charge sanitaire. Votre évacuation, par exemple? Je dois remercier mes parents, et plus particulièrement ma mère, Rosine Vieira-Soglo. Vous la connaissez, c'est une dame qui a toujours pris en charge sa famille. On l'a vu quand son mari a été atteint du Tchakatou dans ce pays. Elle a fait la campagne. Dans les années 90. Voilà, exactement. Et donc, malgré le fait que, comme elle le disait elle-même, elle était impotente,
Elle ne voyait plus, elle ne se déplaçait plus. C'est elle qui a fait en sorte que je puisse me faire évacuer par une compagnie d'assurance bien connue française. Mais je tiens à dire, vous m'en donnez l'occasion, que l'État béninois n'a pris en charge, en tout cas, rien considérant mon évacuation. Mais j'irai même plus loin. C'est vous qui dites que je suis un acteur majeur, mais le gouvernement béninois n'a même pas eu la délicatesse vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de ma personne, quand j'ai vécu cet événement, ne serait-ce que même d'envoyer quelqu'un pour dire « Ah, que se passe-t-il » Vous savez, nous sommes au Bénin. Et dans nos traditions, on a ce qu'on appelle communément le babadé, quand même. Faire preuve d'humanité quand quelqu'un traverse des épreuves difficiles. Les Béninoises et les Béninois ont fait preuve d'humanité quand l'actuel président a été mis en prison. Les gens, spontanément, se sont soulevés. Parler de quel président? Le président Patrice Talon, quand il a été question, qu'on les Gardé à vue au commissariat central. Donc, ils ont fait preuve d'humanité. C'est de ça dont il s'agit. Qu'il plaise à Dieu, aux mains de nos ancêtres, que mes parents étaient encore en vie pour pouvoir prendre en charge cette évacuation. Et je ne remercierai jamais assez ma mère qui a pris sur elle, après déjà avoir vu son fils aîné en exil de façon totalement inappropriée, parce on peut tout reprocher au maire Léadi Soglo. Mais les choses doivent être factuelles. Factuel, ça veut dire quoi? Il y a eu 5 audits, à la fois de l'actuel conseiller spécial du président, son cabinet, de 4 audits d'un cabinet international, qui n'ont absolument rien trouvé à dire sur la gestion du maire Léadi Soglo. Après, on vous parle d'abus de fonction, d'une décision qui a été prise en conseil communal pour pouvoir le révoquer et faire en sorte qu'il soit aujourd'hui en exil. Tout cela pour vous dire quoi? Que ça a, bien évidemment, impacté une maman, qu'on le veut ou non, négativement. Ma mère nous a quittés 5 mois après. Je crois, j'ai eu le privilège de l'accompagner. Mais je vais vous dire, messieurs les journalistes, il faut que le peuple béninois sache qu'elle a énormément souffert. Et que les images que je garde, moi, de ma mère, je ne pourrai jamais les oublier. L'actuelle première dame est la nièce directe de ma maman. Nous parlons d'humanité. Vous parlez de Claudine Talon? Exactement. La politique est une chose. Mais nous restons des êtres humains, faits de chair et de sang. Monsieur le ministre, vous permettrez qu'on sorte de l'émotion et qu'on retourne à votre livre, votre opus, 17 minutes pour vivre. Ce livre paraît à un moment où le Bénin organise des élections législatives. Est-ce un hasard ou c'est fait à dessein, monsieur le ministre? Vous êtes journaliste, et pas n'importe lequel. Vous me posez une question, vous avez la réponse. Soit ce sont les mains de nos ancêtres, Dieu, qui nous ont conduits à sortir cet opus aujourd'hui, à ce moment particulier. Mais ce qui m'est arrivé était aussi un moment particulier. Donc, peut-être ceci explique cela. On veut nous faire croire que il ne peut pas y avoir de développement avec la démocratie. Je vous rappelle
Et je vous ramène à vos lectures. Il y a 30 ans de cela, le président Soglo n'a jamais eu une majorité, même relative, à l'Assemblée nationale. Est-ce que cela l'a empêché, avec son équipe gouvernementale, pendant les 6 ans où il a été Premier ministre et après président, La transition. voilà, de développer notre pays, de relancer la filière coton dans laquelle est devenu le roi du coton, notre président, même si des esprits chagrins veulent faire croire que, comme ça, d'une baguette magique, il aurait pu, lui, développer cette filière. Non, il y a eu un président qui n'était pas un homme d'affaires et qui a considéré que c'était le rôle des hommes d'affaires d'accompagner ce mouvement. Toute la politique d'infrastructure qu'on nous vend aujourd'hui, et qu'on a oublié, la politique des pavés, c'est Soglo Nicéphore qui l'a... Aujourd'hui, on ne parle plus de pavés, on parle d'asphaltage. Oui, asphaltage. Nous, comme je vous dis, ne serons pas amnésiques. Il y a 30 ans, les outils financiers que, aujourd'hui, sous-tendent la politique gouvernementale, n'étaient pas les mêmes qu'il y a 30 ans. Je suis financier. Le ministre de l'économie et des finances n'a rien inventé. N'importe qui pourrait faire ce qu'il fait. Parce que les outils financiers que nous avons aujourd'hui n'étaient pas les mêmes qu'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, il y avait le bilatéral, la France et le Bénin, et à un moment donné, le multilatéral. Les institutions financières, Banque mondiale, Fonds monétaire, Club de Paris, Club de Londres. Donc, vous deviez prouver, et le peuple béninois l'a prouvé, oui, il y a eu, c'est vrai, la démocratie a apporté à notre pays la possibilité d'avoir un concours financier plus conséquent. Mais il a été plus conséquent, pourquoi? Parce que les gens savaient que le monsieur qui était à la tête de notre État savait de quoi il parlait, était un économiste, un financier, et il a eu à conduire les destinées de notre pays tout en respectant une règle fondamentale, messieurs les journalistes. La reddition de comptes. Aujourd'hui, on emprunte de l'argent sans reddition de comptes, sans participation. C'est à croire que les institutions financières bafouent les règles. Mais nous créditent souvent à la notation. Monsieur le journaliste, ne me faites pas dire ce que je vais dire. Dans les années 80, ces mêmes institutions financières ont soutenu des régimes dictatoriaux en Amérique latine, que ce soit au Chili, en Uruguay, au Brésil, en Argentine, c'était des régimes autocrates, des militaires qui bafouaient l'état de droit, on tuait des gens étaient en prison. Ça n'a pas empêché la Banque mondiale et le Fonds monétaire de financer massivement ces pays parce que ça fait partie de leur rôle modèle. Malheureusement, ça bafoue les sacro-saints valeurs sur lesquelles eux-mêmes nous disent la bonne gouvernance devrait être participative, de reddition de comptes. Aujourd'hui, on emprunte notre argent sans reddition de comptes. Personne ne nous rend compte de quoi que ce soit. C'est à croire que l'histoire se répète et nous ne voulons pas apprendre de nos erreurs. Vous savez, les autocrates, qu'est-ce qu'ils vendent? On le voit dans certains pays d'Europe de l'Est, en Azerbaïdjan par exemple, Bakou. Oui, comme je vous l'ai dit, dans les pays d'Amérique latine, de grandes infrastructures, des monuments à la grandeur de celui qui est aux affaires. Et surtout, une politique culturelle agressive pour vous montrer et vous faire croire, vous voyez, tout va bien. Monsieur le ministre, puisque vous l'évoquez, Prudent l'a évoqué il y a un instant, nous sommes à la veille de la tenue d'une élection législative majeure pour l'histoire politique du Bénin, comparativement aux législatives de 2019 et à la présidentielle pendant lesquelles vous avez subi une agression. Vous constatez avec les Béninois que c'est visiblement la première fois que plusieurs formations politiques de l'opposition participent
à ce scrutin. Quelle est votre position par rapport à l'actualité socio-politique qui prévaut actuellement au Bénin? Merci, monsieur le journaliste. Vous dites que c'est un événement majeur. Et je vous en remercie. Pour moi, c'est d'abord une grande mascarade. Pourquoi vous le dites? Pourquoi je le dis? Oui. Pourquoi nous sommes-nous battus? Pour quelle raison, messieurs les journalistes? Qu'est-ce qui a emmené des femmes et des hommes dans ce pays à être tués en prison, comme l'est aujourd'hui Rika Madougou, Joël Aïvo, l'État Maignan, je pourrais en citer des tas. Mais les faits pour lesquels ces acteurs politiques sont présents sont établis. Non. Laissez-moi par la justice. Quelle justice? On vous dit que vous êtes terroriste simplement parce que vous avez voulu apporter, en tout cas, une voix différente de celle du gouvernement. Mais dites-moi, quand l'actuel président finançait les mercredis rouges sous la gouvernance du président Yahi Boni, a-t-on fermé les cabinets des avocats Konom et Djagwenou? On les a mis en prison? Le président Yahi Boni a-t-il tiré sur quelqu'un? Écoutez, il est facile, il est très facile, messieurs les journalistes. Ça me rappelle ce que disait un homme politique qui aujourd'hui est président. Et quand il était dans l'opposition, que disait Alassane Dramane Ouattara? Il est facile pour un régime qui contrôle la presse, publique, privée, qui a soumis tout le monde, de pouvoir dire de vous tout ce qu'il a envie de dire de vous. Mais c'est l'Assemblée qui a criminalisé les actes terroristes à travers le vote d'une loi. Vous n'êtes pas sans savoir que la profession de foi de l'actuel président a été de dire « je vais soumettre tout le monde ». Il a soumis tout le monde. Donc pour moi, est-ce que les conditions qui ont sous-tendu tous les morts, tous ceux qui sont en prison, tous ceux qui sont en exil, sont réunis? Moi, pour ma part, je dis non. Vous contredisez la justice béninoise alors? Moi, je vous pose la question. Je suis un acteur politique. Et tous les acteurs politiques vous diront que la politique de la chaise vide n'est pas une bonne politique. Encore faudrait-il que on vous donne ne serait-ce que quelque chose sur lequel vous pourriez vous dire, bon, on m'a accordé ça. Dites-moi, l'opposition est telle dans le processus qui va nous conduire à ces élections, que ce soit au niveau de la Sénat, de la Cour constitutionnelle, des démembrements locaux, départementaux? Avons-nous quelqu'un? Est-ce que, comme au Sénégal, monsieur le journaliste, quand les bureaux de vote vont fermer à 19h, 20h, l'opposition sera là, dire tel bureau de vote, il y a eu tant de voix pour tel candidat? Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est criminalisé. Si vous le faites, vous allez en prison. Donc, dites-moi, vous voulez me faire dire que je vais faire confiance au chef de l'État? Non, je ne lui fais pas confiance. Quelle est votre appréciation alors de la participation de l'opposition? Non, mais Le contexte ne s'y prête pas, vous voulez dire? je vais vous dire ceci. Si nous étions dans une démocratie, j'ai le droit, moi, Gagnou Soglo, de vous dire que pour moi, tout ce processus électoral est une mascarade, sans forcément juger négativement ceux qui veulent aller à ces élections. Les gens ont le droit, comme j'ai le droit, et vous me donnez l'opportunité de dire au peuple béninois, mais oui, les démocrates, comme d'autres, ont le droit d'aller à ces élections, comme moi j'ai le droit de dire, c'est une grosse mascarade, vous ne contrôlez rien. C'est un thème cher au Soglo, la mascarade. Mais, possiblement, monsieur le journaliste, mais il n'en reste pas moins que je respecte leur position
Et ils doivent respecter la mienne. Je ne suis pas aux ordres de quelqu'un. En aucun cas, je ne suis pas aux ordres de quelqu'un. Il est important que, oui, j'apporte mon positionnement face à ces élections en disant à mes compatriotes, tout ce qui est fait aujourd'hui est plus fait pour l'international, pour montrer à l'international que, bon, il y a un semblant d'élection, de participation, parce que c'est de ça dont il s'agit. Les bailleurs de fonds détournent le regard, ils détournent le regard, mais c'est à nous de leur dire, ce regard-là, nous l'avons. Les gens dansent, messieurs les journalistes. Ils ont dansé pendant 2 jours, mais ils ont dansé sur les cadavres de nos compatriotes, de nos mamans, de ceux qui sont en exil, de ceux qui sont en prison. Comme disait feu ma mère, tant que toi tu n'es pas en situation, tu peux détourner le regard. Et comme le disait Alassane Dramane Ouattara, il est facile pour un pouvoir qui contrôle tout de vous faire passer pour un terroriste. Comme l'a dit, il ne s'est pas gêné, le garde des Sceaux. Gagnou Soglo, mais non, personne ne lui a tiré dessus. Malheureusement pour lui, j'ai été opéré dans un hôpital militaire français. Et vous savez, il se fait que nous sommes des hommes de foi. Je dis bien des hommes de foi. Ce n'est pas celui qui va tous les jours à l'église ou à la mosquée ou au temple qui crie alors qu'il a les mains tachées de sang. Mon père n'a pas les mains tachées de sang. Nous n'avons pas les mains tachées de sang. C'est de ça dont il s'agit. Monsieur le ministre, au regard des partis politiques retenus pour prendre donc part à ces élections présidentielles, on peut noter la présence du MPL qui se réclame de l'opposition. Il y a la Force Cori pour un Bénin émergent. Il y a également les démocrates. S'il vous était donné de donner une consigne, pour excuser cette tautologie, aux Béninois, que diriez-vous? Nous devons nous rappeler, ne jamais oublier, ceux qui sont tombés simplement parce qu'ils ont osé avoir un point de vue différent de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Après, vous pouvez vous lever et dire telle personne est un terroriste. Je vous rappellerai que pendant les 6 ans de la gouvernance de Nicéphore Soglo, que n'avons-nous pas entendu? Pouvoir clanique, des insultes. Nicéphore Soglo a-t-il tiré sur quelqu'un? Nicéphore Soglo a-t-il dit quelqu'un est un terroriste? C'est de ça dont il s'agit. Vous savez, il est toujours plus facile de détourner le regard. C'est pas évident, c'est vrai. On sait le poids que peut avoir un gouvernement quand il essaye de vous broyer, quand il a tous les moyens pour vous faire plier. Mais il y a des gens, on ne va pas citer, vous les connaissez tous. L'un des plus illustres, Nelson Mandela. Moi, on a voulu m'assassiner simplement parce que je m'appelle Gagnou Soglo et que je défends un idéal. Et cet idéal, c'est un idéal de vérité et de justice. Et personne, croyez-moi, personne ne me fera plier le genou. Jamais. Vous êtes de retour dans votre pays, M. Gagnou Soglo. Quel est votre regard sur l'offensive, on va dire, du régime actuel par rapport au volet culturel, au tourisme, à l'industrialisation avec la zone industrielle de Glodibé? Votre regard sur tout ça, je vous ai vu sourire. Oui, bon, d'abord, je vous remercie, monsieur le journaliste, mais moi, je vis au Bénin. Je ne vis pas ailleurs. Je vis chez moi. Contrairement à votre frère. Non, mais... Et à d'autres. Après, ce sont des choix personnels. Je veux dire, il ne faut pas non plus être réducteur. Moi, on m'a tiré dessus. Quand je partais, ma mère m'a dit, mon fils, tu dois rentrer avant le premier tour. Tu es un homme politique. On a voulu te tuer. Tu dois rentrer. Je vis au Bénin. Je ne vis pas ailleurs que chez moi. Et je n'irai nulle part d'ailleurs. Ça,
Il faut que les gens le sachent. Pourquoi? Advienne que pourra. Mais je reste convaincu, vous savez, monsieur le journaliste, que la roue tourne. Il faut avoir foi en l'avenir. Et vous me posez la question, ces partis politiques ont le droit de se positionner pour défendre leur position. Moi, je considère, à tort ou à raison, que c'est encore le président Talon qui va nommer les futurs députés, comme il a nommé les anciens députés et comme il a nommé les maires actuels. Voilà. Ce n'est que factuel. Ce que je dis, ce sont des faits. Que ça ne puisse ne pas plaire à des gens, c'est pas grave. Vous parlez de nomination, mais le pouvoir en place parle en termes d'élection. Écoutez, tout ça, c'est une question de sémantique, monsieur le journaliste. Bon, après, vous avez la réalité des choses. Vous n'êtes pas sans savoir, ce n'est pas moi qui l'ai dit. La profession de foi de notre président, de dire, si j'arrive à soumettre tout le monde, il est arrivé à soumettre tout le monde, non? C'est pas quelque chose que vous... Il n'est pas arrivé à soumettre tout le monde? Vous a-t-il soumis, vous? Ça peut être difficile, ça. Moi, personne ne peut me soumettre. Il y a des gens qu'on peut arriver à soumettre, mais moi, personne ne me soumettra. Parce que je considère que ce qui me lie avec vous, c'est cette communauté de destin, oui. Et c'est ça qui est important. Dans ce que j'appelle la communauté de destin, c'est notre vivre ensemble. Donc, pourquoi voulez-vous qu'on puisse me soumettre? Moi, je ne tiens pas à vous soumettre. Au contraire, si je veux vous faire passer mon point de vue, à moi d'essayer de vous convaincre. Mais je peux ne pas y arriver. En qualité d'ancien ministre de la Culture, oui, comment appréciez-vous l'offensive touristique du Bénin? Les œuvres, trésors royaux et autres sont de retour au Bénin. Mais comme je vous l'ai dit, ouais. Les plus grands autocrates s'appuient sur quoi? Les infrastructures et la culture. La culture, c'est la mamelle, c'est la mère, c'est celle qui donne le sein. Donc, tout le monde, vous voyez, se retrouve dans la culture. J'ai rappelé à des amis français qui me disaient « Ah, c'est formidable ce qui se passe au Bénin ». Je leur ai dit « Oui, vous pouvez applaudir le retour de nos œuvres, vous pouvez applaudir ce qui se fait au niveau culturel. Mais vous, là, avez-vous oublié les millions de femmes et d'hommes qui sont morts en France? Ils ont décapité une reine et un roi pour faire de ce pays une république, faire de ce pays un pays où a fui l'actuel président pour aller se réfugier. Alors quand je leur dis ça, ah oui, ils détournent le regard. Les gens ont détourné le regard pendant l'apartheid, quand on massacrait des Sud-Africains noirs. Oui, c'est facile de détourner le regard, de dire, ah ben c'est, vous savez, oui, c'est vrai, quand vous alliez à Johannesburg, oui, les aéroports étaient bien, les infrastructures étaient belles, monsieur le journaliste. Mais pour moi, à mes yeux, il y a eu mort d'hommes quand je parle d'hommes avec un grand H. Dites-moi, les enfants de la dame là qu'on a tuée à Kadiaou, et après on vous dit qu'elle est morte de paludisme, alors qu'elle a reçu une balle. Vous avez pensé à ces enfants? Vous avez pensé aux gens qui, pendant 14 mois, ont été mis en prison, qu'on a relâchés, sans autre forme de procès, comme ça, des familles détruites. Pour quelle raison? Simplement parce que les gens ont dit à un moment donné, ah, écoutez, nous aimerions avoir le droit de choisir nos représentants politiques. Mais je peux comprendre. Comme je l'ai dit il y a quelques semaines, le chef de l'État est un homme d'affaires. Et donc, oui, circuler, il n'y a rien à voir. C'est lui aujourd'hui qui est le premier contributeur en termes d'emploi dans notre pays. Ce sont ces entreprises. Et donc, en tant qu'homme d'affaires,
Mais lui, il veut pas d'histoire, lui. Et c'est pour ça que il a fait en sorte, monsieur le journaliste, excusez-moi, il n'y a plus de droit de grève, on vous a concocté un code du travail où vous n'avez absolument rien à dire, on peut vous mettre dehors du jour au lendemain, et voilà, parce que bon, ben écoutez, c'est lui qui, et c'est son clan qui sont à la tête des entreprises. Donc nous, ce que nous disons, mais les ménages béninois qui suent sang et eau pour envoyer leurs enfants à l'école, demain tu sors de tu as un diplôme, et on te dit, attention, tu rentres dans cette entreprise, tu fermes ta bouche, si tu pipes mot, on te met dehors sans autre forme de procès, et vous trouvez que c'est normal. Vous n'êtes pas comptable de cette situation parce que vous avez contribué à son avènement. Pardon, mais moi, je n'ai pas contribué à l'avènement de... D'abord, dites-moi, admettons que j'ai contribué à l'avènement du président Talon. Et donc, parce que j'ai contribué à son avènement, je ne dois plus jamais rien dire. Mais ce que vous dites, mais attendez, vous oubliez que le président Talon est venu devant nous en disant « Je vais faire en sorte que la démocratie dans mon pays soit quelque chose de tangible. » Mais bien après ça, monsieur le ministre, je voudrais bien vous le rappeler. Vous avez certainement suivi, tout comme les Béninois, le président Patrice Talon devant la représentation des entrepreneurs français. Il a évoqué, il a exprimé, il a indiqué avec précision qu'il n'a pas vocation à faire du Bénin une terre de démocratie comme en France, parce que le travail, pour développer un pays, il faut du travail, il faut du sérieux. C'est lui qui le dit. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur le journaliste? Ça n'engage que lui, sa position personnelle. Souffrez que moi, j'ai une autre position. Mais attendez, quel système a permis au chef de l'État actuel d'être président de la République de ce pays? C'est un autre système ou c'est la démocratie? C'est la démocratie. Donc, toi, tu arrives, surtout, ne faites pas ce que je dis, mais faites ce que je fais. C'est ça? Donc, voilà un monsieur qui arrive grâce à la démocratie et qui, en cours de route, vous dit « Ah non, 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 moi maintenant, la démocratie, j'y crois plus parce que c'est pas quelque chose qui va nous porter en termes de développement. » Et là, je vous rappelle, c'est un mensonge, c'est un pur mensonge, parce que j'ai un exemple concret qui s'appelle Nicéphore Dieudonné Soglo, qui pendant 6 ans, dans une démocratie pluraliste, a développé notre pays et a fait en sorte que ce monsieur ait pu devenir milliardaire dans une filière que Nicéphore Soglo, grâce à sa vision, a développée. Donc, souffrez que je ne vois pas les choses de la même façon que vous. Monsieur le ministre, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de fin pour les Béninois et pour vos nombreux militants qui vous suivent. Oh, je vous remercie. Vous savez, c'est vous qui dites qu'il y a des nombreux militants qui me suivent. Mais bon, je dirais simplement, je l'ai dit dans mon livre, la nuit est longue, mais le jour vient. Le jour vient. Ce jour viendra, quoi qu'il se passe. Nous reviendrons, quoi qu'il advienne, à notre vivre ensemble. On peut détourner le regard. Nous n'oublierons pas les morts. Nous n'oublierons pas Rikia. Nous n'oublierons pas Joël. Nous n'oublierons pas tous ceux qui sont encore en prison et ceux qui sont en exil. Nous ne détournerons pas le regard. Ça, je peux vous le dire, la main sur le cœur. Non, nous n'accepterons pas ça. Et nous disons à nos compatriotes, la nuit est longue, mais le jour vient. Le jour viendra où nous allons nous retrouver. On va remettre les choses à plat. Et je vous le dis, messieurs les journalistes, il faudra du pardon. Il faudra du pardon. Il faudra apaiser les cœurs de nos concitoyens. Parce que si on ne le fait pas, vous savez, j'ai la chance d'appartenir à une famille où mes oncles, mes tantes ont épousé des gens de tout le Bénin, du sud, de l'est, de l'ouest, du nord.
Ce qui symbolise notre grande famille, c'est tout ça. Je suis persuadé que si nous cherchions, vous et moi, aujourd'hui, un lien, nous allons le trouver au sein de nos familles respectives. Tout le monde au Bénin est parenté. C'est pas... Tout le monde au Bénin. Et c'est de ça dont il s'agit. C'est de cet espoir que nous devons ramener à la raison et à la maison. Parce que qu'on le veut ou non, on ne choisit pas sa famille. Et donc nous sommes tous parentés. À un moment donné, nous pouvons tous trouver, en chacune et en chacun d'entre nous, un parent. Vous allez dire quoi, chers amis? Tu n'es pas béninois? Moi, je suis plus que toi? Non. Gagno Soglo, merci de vous être prêté à cet exercice. Ça a été un plaisir.